Bonjour à tous, merci de cette invitation. Donc effectivement, moi je préside une association qui existe depuis 20 ans, qui s'appelle le Comité 21. Notre objet depuis 20 ans d'ailleurs, c'est la collaboration multi-acteurs au service des territoires, de l'économie, de tout ce qui fait notre société sous l'angle développement durable. Et on a aussi développé un club que coordonne Sarah Schoenfeld au sein de l'équipe du Comité 21 sur les réseaux et l'action des comment des réseaux peuvent participer, que ce soit des réseaux d'élus. On en a, je ne sais plus combien exactement, mais je sais au moins une dizaine qui sont membres, mais aussi le MEDEF, la FEB, CGPME, donc réseau d'entreprises, et aussi des ONG. Alors, et on essaie d'impliquer fortement, évidemment, dans la COP 21, notamment parce que ce Club France avait été créé en fin 2011, au moment de la préparation de Rio plus 20, donc le sommet de la Terre de 2012. Alors, pour commencer, ce que m'ont demandé nos amis de la PCC, c'est une présentation un peu de ce qu'est la COP. Alors, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire à quelques 60 jours de la fin de la COP, donc d'un accord qu'on espère à Paris. C'est un enjeu difficile parce que je pense que certains d'entre vous connaissent très très bien, d'autres pas bien. Donc si dans ce que je vous dis vous semble totalement évident ou trop complexe, ben vous avez effectivement possibilité de poser des questions ou de dire stop. Si il vous semble que j'enfonce des portes ouvertes ou qu'en tout cas que vous connaissez tout ça par cœur. Donc la COP de Paris. Alors mes slides passent pas, ça c'est embêtant. Je vais essayer comme ça. Voilà, donc on se situe dans les questions de climat. Il y a un agenda international qui est chargé cette année sur le plan de l'ONU, puisque on avait cette rencontre cet été sur le financement à Addis Abeba, le sommet des chefs d'État de fin septembre, dont vous avez dû entendre parler avec l'adoption de ces principes, de ces grands 17 objectifs de développement durable et la conférence climat. Alors, sur les questions des climats, vous connaissez ça assez bien. On a gagné 1 degré en l'espace de même pas un siècle, une centaine d'années. On est sur une perspective, celle du GIEC, qui est à entre 4 degrés 6 et un peu plus à la fin du siècle. Tout ça est extrêmement dangereux pour nos conditions de vie. Je crois que vous connaissez ça très bien. Juste un exemple pour vous situer. Ce qui nous sépare de la dernière glaciation, celle de il y a 20 000 ans, celle où il y avait 3 km de glace sur tout le nord de l'Europe, ce qui nous sépare de cette différence-là, c'est seulement 5 degrés. Donc, c'est dans l'autre sens, mais vous voyez bien l'importance que peut avoir le fait d'être à 4 degrés 6 à la fin du siècle. C'est effectivement une catastrophe absolue. Donc, le point de repère, c'est 2 degrés. On a depuis quelque temps, on a beaucoup moins de sceptiques sur le climat. Les études montrent d'ailleurs que les opinions publiques ne contestent même pas la responsabilité humaine dans cette affaire. Donc le scepticisme a un peu disparu, mais en même temps revient en ce moment dans les médias, notamment certains qu'on connaissait déjà il y a quelques années qu'on n'entendait plus, viennent contester systématiquement dans les différents colloques et autres conférences. Il y a quelques livres à la mode, quelques auteurs. Alors il n'y a plus Allègre en tant que tel, mais c'est très très présent. Mais bon, on a quand même un référentiel qui nous semble tout à fait intéressant et viable, qui est celui des 2 degrés du GIEC et qui doit nous permettre d'agir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une COP? Une COP vient du sommet de la Terre de Rio en 2012, donc qui a eu lieu au Brésil, ça vous connaissez ça par cœur, qui a défini ce qu'est l'agenda 21, la feuille de route développement durable pour le 21e siècle, d'ailleurs qui a donné sa raison d'être au Comité 21 en France et à d'autres organisations de pays, et a décidé autour de 3 problématiques qui ont semblé prioritaires, la création de trois conventions. La convention sur la désertification, la convention de protection de la biodiversité et celle du climat. Donc à chaque fois, c'est une organisation en tant que telle. Elle s'appelle UNFCCC, Convention cadre des Nations Unies contre le changement climatique. Donc ça concerne c'est ce qui est le cadre de la COP 21, qui a son siège à Bonn.
et qui est une propre organisation qui a 196 membres, 195 pays plus l'Europe. Voilà. Donc c'est une organisation qui se réunit tous les ans et effectivement le 21 de COP 21 n'a rien à voir avec le 21 de Comité 21 parce que notre 21 Comité 21 c'est celui de Rio 92, la feuille de route du 21e siècle, alors que le 21e COP c'est tout simplement la 21e année où les pays se réunissent. Donc c'est une négociation longue. Donc une COP, ce sont des pays qui discutent, donc qui se réunissent dans des salles. Une fois par an, il y a une assemblée générale où tout le monde est présent. À Lima, il y avait à peu près 15 000 personnes. Il y en aura 20 000 à Paris, accréditées dans ce qu'on appelle la zone bleue des Nations Unies. C'est ce lieu où on négocie. Donc ce sont les représentants des pays, plus un certain nombre d'organisations invitées à donner leur avis, mais qui ne participent pas au vote, mais chacun faisant son lobbying. J'y reviendrai tout à l'heure, mais cette participation extérieure intervient de plus en plus, et aussi les interéchanges avec la société. Donc, ce qui était jusqu'à Copenhague, jusqu'à très très fermé, personne ne s'intéressait d'ailleurs vraiment à ce qui se passait dans ces enceintes. Aujourd'hui, beaucoup plus ouvert sur la société, d'abord parce que les gens s'intéressent de plus en plus aux questions climatiques et aussi parce qu'on est à l'époque du numérique où chacun est informé et évidemment est connecté, interconnecté. Donc, une COP, c'est un espace des 195 pays qui discutent et qui doivent se mettre d'accord sur un texte. Le principe étant l'unanimité et bien évidemment le principe étant de se mettre d'accord par consensus. Donc vous voyez bien toute la difficulté, c'est l'image qu'aime bien utiliser Fabius depuis quelque temps, de dire imaginez une réunion de copropriété à 5 ou 6 et vous verrez ce que peut être une réunion de copropriété du climat à 196 parties. Et ça permet bien de montrer la difficulté, sachant que bien évidemment beaucoup de pays, face à leur capacité de financement et d'action, ont des choix à faire entre le climat, l'éducation, la mobilité, la santé. Alors évidemment, tout cela se croise, mais c'est évidemment compliqué. Donc Copenhague est vécu par beaucoup comme un échec. C'est lié à plusieurs choses. Une des principales a été que la présence des chefs d'État à Copenhague, vous vous rappelez, c'est ce show où il y a eu le président Obama qui est arrivé, et puis ensuite notamment Nicolas Sarkozy, mais d'autres chefs d'État qui sont réunis une nuit. Ils ont accéléré l'échec de Copenhague parce qu'ils sont arrivés, ils ont fait un show médiatique, alors que la négociation était très compliquée, ils n'étaient pas forcément très bien informés. Mais Copenhague est aussi un moment très très particulier parce que cette arrivée des chefs d'État et l'agora sur ces sujets depuis quelque temps fait que à cette époque-là, on prend conscience. Les opinions publiques prennent conscience qu'il y a un problème, voient ces chefs d'État réunis ensemble, ce qui est quand même un événement particulier, et ils comprennent pas pourquoi ça agit pas tout de suite, pourquoi on n'a pas trouvé les solutions. Évidemment, tout cela nous ramène au fait qu'une COP, c'est pas un show une fois par an, mais c'est bien une négociation permanente. En 2015, il y a déjà eu une rencontre à Genève au mois de mars, il y a eu des rencontres à Bonn en juin et en septembre, et il y en aura d'autres. Évidemment, tout ça est une négociation permanente, et il y aura une COP à Marrakech, il y aura une COP en Chine l'année d'après, et tout ça continue. Donc, c'est vraiment une notion importante qui est née à Copenhague de visibilité, mais aussi certaines valeurs, notamment un principe qui est la responsabilité commune mais différenciée, c'est-à-dire que tout le monde est co-responsable de la situation du climat. Aujourd'hui, on sait que la responsabilité humaine, mais évidemment, en fonction du niveau de développement, chacun est pas en capacité d'action de la même façon, notamment parce que certains pays ont encore besoin de se développer considérablement. Donc l'enjeu, c'est de diminuer les gaz à effet de serre, c'est une simplification, mais gaz carbonique, hein, mais aussi l'ensemble des autres gaz à effet de serre. Donc la question, c'est de se donner des objectifs et de les tenir. Donc c'était évidemment le protocole de Kyoto, vous savez, c'était diminué par 2, mais seulement les pays développés ont pris des engagements à ce moment-là. Aujourd'hui, l'accord de Paris doit être très différent parce qu'il doit être unanime. Donc il doit être ambitieux. Le GIEC dit qu'il faut diminuer de 40 à 70% les émissions de carbone. Pour mémoire, l'Europe s'est engagée à baisser de 40% après avoir fait les 3,20. Donc l'objectif, c'est
2 degrés, mais en commençant à agir à partir de 2020, et c'est un des points d'ailleurs qui blesse et qui choque en ce moment, c'est qu'évidemment, si on attend 2020, on peut considérer que c'est trop tard, donc il faut agir tout de suite, mais l'accord de Paris ne traite que de 2020, en tout cas dans la grille actuelle. Donc il doit être universel, ça c'est tous les pays sont concernés, mais ça amène le troisième paramètre qui est contraignant ou pas, à savoir est-ce que les pays qui prennent des engagements, qui signent un texte, s'ils ne le respectent pas, auront-ils un tribunal climatique? Auront-ils des punitions? Qui fera quoi? Pour l'instant, c'est pas déterminé. Je crois que c'est une des clés de la négociation, au même titre que 2 ou 3 autres sujets. Donc, Paris, c'est 4 choses. C'est cet accord de Paris, ce texte, qui doit être contraignant pour engager les générations futures à limiter à 2 degrés. Limité à 2 degrés, il ne faut pas considérer que c'est neutre. Hein. C'est autour de 50-70 cm de montée des eaux, par exemple. C'est de toute façon des millions de migrants climatiques sur les routes dès 2020-2030 et même bien avant. Donc, il faut cet accord de Paris, je vous rappelle, à l'unanimité à la virgule près. Le deuxième point, c'est les contributions nationales. Vous avez probablement entendu parler depuis quelque temps ce qu'on appelle les INDC. C'est un terme un peu technique, mais cette année, chaque pays doit prendre un engagement de baisse des émissions de carbone, théoriquement en 2030, en prenant 2010 comme année de référence, mais malheureusement, tout le monde n'utilise pas la même grille. Actuellement, on est à une petite centaine de pays qui se sont engagés. Ce devait être fin mars, ça a été reporté, puis c'est reporté de plus en plus. Mais cette petite centaine de pays, ce n'est pas 100 en pourcentage d'émissions de carbone sur les 160, mais beaucoup plus, parce que la plupart des grands pays se sont déjà engagés avec des ambitions plus ou moins grandes. Donc l'Europe, 40% d'émissions, d'engagement de baisse des émissions, c'est un bon engagement pour une région du monde qui a déjà fait des efforts. C'est probablement pas suffisant. C'est ce que disent beaucoup d'associations très engagées. Je partage cet avis-là, mais c'est déjà une première étape. D'autres pays situent entre 20, 25, 30, voire un peu plus. La Chine a annoncé qu'elle pourrait baisser ses émissions de carbone qu'à partir de 2030, peut-être 2025. Un point intéressant, c'est celui du Maroc, qui est un pays en voie de développement ou développé. C'est un pays qui est à la fois avancé, mais qui a aussi des très grandes pauvretés chez lui. Le Maroc a dit, nous, on sait tout seul baisser de 17% nos émissions de carbone. Si on est aidé par du financement, on peut dépasser 30%. Et donc, ça nous ramène à un des sujets de Paris qui est le fonds vert. C'est ce fonds qui a été inventé à Copenhague. L'idée étant comment, en gros, les pays du Sud peuvent se développer avec une économie bas carbone. Comment on peut faire ça? Évidemment avec des financements. Une évaluation a été faite de 100 milliards par an. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est même pas la moitié de l'argent qu'on investit aujourd'hui à créer des usines de charbon dans le monde, des subventions publiques pour créer des usines de charbon dans le monde. Donc c'est aussi une façon de flécher différemment les choses. La France a augmenté son engagement initial et maintenant est passée à 5 milliards par an à échéance de 2020, même si on ne sait pas encore précisément comment ce sera financé. Voilà, c'est une bonne étape. Les gens sont beaucoup de médias sont pessimistes sur ce fonds vert. Ce qu'on peut considérer, c'est que l'année dernière, dans une logique de test un peu, l'objectif était de réunir 10 milliards en fin d'année 2014. Il y a eu 10 milliards d'engagement de prix, pas tout à fait d'engagement de réalité financière, mais une partie de l'argent est arrivée, les premiers projets vont être financés. Évidemment, il n'y a pas que le fonds vert en négociation, il y a la taxe sur les transports aériens, il y a beaucoup d'autres taxes, et évidemment, il y a cette question du fonds vert, y compris avec des industriels qui ont pris position, comme Antoine Frérot, qui annonce un fonds vert, un prix du carbone autour de 37 € la tonne, donc on est très très loin de ce qui se passe aujourd'hui, avec les peurs qu'on peut avoir sur qu'est-ce qui est fait de cet argent-là, mais une taxe carbone qui permet de financer à la fois des actions de mitigation et des actions d'adaptation pourrait être un très grand progrès. Le quatrième sujet, c'est celui de l'agenda des solutions. Alors, c'est une terminologie utilisée par beaucoup de personnes. L'idée, évidemment, c'est quelle solution on met en œuvre. Ça ne sert à rien de s'engager si on n'est pas capable de créer, de développer des solutions.
Il y a à la fois maintenant un agenda officiel des solutions depuis l'année dernière, qui est beaucoup lié à la relation entre Lima et Paris. Donc là, c'est des travails de filière pour pouvoir développer en très très grande quantité des solutions dans tous les domaines qui peuvent être le bâti, la mobilité, l'énergie, etc. Puis il y a aussi un agenda des solutions, une feuille des routes des solutions que nous, organisations, on essaye de mettre en œuvre, mais je crois que c'est aussi la responsabilité des entreprises et des collectivités locales aujourd'hui, qui est à la fois de diminuer les impacts, mais aussi d'inventer, déployer toutes les solutions dans tous les domaines qui permettent à la fois d'émettre moins de carbone, en simplifiant évidemment, mais aussi de s'adapter, puisque on voit bien déjà ce qui est en train d'arriver, y compris dans un pays comme la France, sur l'évolution du climat en termes de santé, en termes d'agriculture, mais aussi en termes d'infrastructure. C'est extrêmement compliqué, on ne peut pas raisonner sur 2, 3, 4, 5 ans quand on parle de climat. Là, c'est de la météo, mais il y a quand même une vraie amplification, si on se réfère sur les 30 dernières années, des événements extrêmes, alors avec des lieux particuliers plus sensibles comme le Gard, mais on pourrait parler de la montée des eaux, du trait de côte en Aquitaine. Enfin, voilà. Donc on est face à une réalité. Cet agenda des solutions, c'est à chacun de le mettre en œuvre et c'est vraiment cette responsabilité qu'a toute personne, acteur à la fois de l'économie, des territoires, de toute organisation. Donc cette COP de Paris est particulière parce que, vous l'avez compris, on est en fin de négociation, il y aura beaucoup plus de monde qu'à Lima, mais aussi parce qu'il y a une vraie implication très forte de l'État français dans cette affaire, des collectivités, des associations, dont on y est un petit peu pour quelque chose avec le Club France Développement Durable, mais évidemment, heureusement, il n'y a pas que nous, et donc il y a tout un ensemble d'événements qui jalonnent l'année. Certains sont des événements récurrents qui choisissent cette année de donner un angle particulier sur le climat. D'autres sont des événements spécifiques. Je vous en ai mis 5 sur ce slide. Un événement vraiment organisé par les territoires en invitant une partie de leur partie prenante qui a eu lieu à Lyon. Un très gros événement mondial. Je crois la première fois qu'il y a eu autant de gens présents. La MedCop, là on est à Marseille. L'idée c'est une réunion régionale au sens méditerranéen. Et derrière il y aura une MedCop 22 fin mai à Tanger pour préparer la COP 22, multi-acteurs aussi, à chaque fois avec la présence du président de la République. Aussi un événement scientifique qui a eu lieu à l'UNESCO début juillet pour faire le point de la science sur ces univers. Point que nous on prolongera parce qu'on est en train de publier avec le CNRS un grand rapport sur les solutions qui va être qu'on va avoir dans un mois à peu près. Autre événement à l'ACOI, l'ACOI c'est la conférence des jeunes qui a lieu tous les ans. Enfin c'est la 11e année qu'elle a lieu. Cette année c'est plusieurs milliers de personnes. C'est le week-end d'avant la COP et c'est à Villepinte. Mais il y aura aussi beaucoup d'autres événements. Il y a une grande marche du climat organisée par Avaz, qui est une grande ONG de pétition sur Internet, très connue, qui est le leader dans le monde en ce moment, qui avait organisé déjà la marche sur le climat. Et il y a aussi énormément de réunions, de conférences, etc., notamment au Grand Palais, donc je vais vous dire quelques mots. Pour vous dire que la COP21 elle-même, elle se passe au Bourget. Ça, c'est la négociation officielle. Donc là, vous voyez les bâtiments, les grands hangars et les tentes autour vont accueillir donc ce qu'on appelle la zone bleue, extrêmement protégée. Il y a 20 000 personnes accréditées, très sécurisées bien évidemment, et assez justement d'ailleurs parce que ces négociateurs ont besoin de se mettre d'accord. Je pense qu'il ne faut pas trop de monde non plus. Et à côté, ce jeu de tentes au toit blanc, jaune, vert, gris, c'est un village de la société civile, donc internationale, où là, il y a eu un appel à candidature qui a été fait, beaucoup d'associations dans tous les domaines. C'est un petit peu boycotté par une partie des ONG militantes françaises comme Attaque, Coalition 21, etc., qui veulent pas être en permanence au Bourget, qui seront plutôt dans Paris, d'abord à Montreuil, puis dans un autre espace. Mais dans cet espace de la société civile internationale, il y aura des conférences, des ateliers. L'idée, c'est de créer un débat très lié aux négociations et qui doit pouvoir enrichir. L'idée, c'est de le faire suffisamment près de la zone bleue pour que des gens puissent passer d'un côté à l'autre et faire qu'évidemment les négociateurs comprennent tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Et il y aura, alors nous, on sera au Grand Palais, je vais vous en dire quelques mots après, mais il y aura aussi beaucoup d'autres événements. La maire de Paris reçoit plus de 1000 maires le 4 décembre.
pour amener une collaboration entre les élus. Globalement, le secrétariat général de l'organisation attend donc 20 000 personnes accréditées dans la zone bleue, plus 20 000 visiteurs. En tout cas, c'est les capacités d'accueil du village de la société civile du Bourget, et au moins 3 000 journalistes accrédités. Mais évidemment, il y aura beaucoup plus de monde que ça. Rien que les jeunes seront plusieurs milliers. Enfin, il y a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place, qui correspond à une vraie mobilisation de la société. Alors, je crois que rapidement, je regarde, pardon, mais je vérifie le temps. Je pense que je suis à peu près dans le timing. Vous dire que c'est important que cette négociation s'intègre dans la société d'aujourd'hui, et notamment dans une dimension culturelle. Quand on veut faire évoluer les choses, souvent dans les différents freins, on considère qu'il y a évidemment des questions de compétences, des questions de financement, des questions d'acceptabilité. Et on a basculé en termes de monde aujourd'hui vers une économie de l'abondance, vers une économie de la rareté. On est dans un monde de l'incertain et des complexes, on est dans le monde de l'Internet, et surtout ces questions d'accélération extrêmement puissantes. En tout début, je vous disais que la dernière, il y a 20 000 ans, quand il y avait la glaciation avec 3 km de glace sur toute l'Europe du Nord, le changement de température de 5 degrés s'est fait, enfin non pas sur 20 000 ans, ça s'est fait réellement sur 3 000 ans. Et aujourd'hui, on annonce 4 degrés sur 100 ans. Donc tout se fait extrêmement différemment, mais ça correspond aussi à une accélération du temps, des transformations sociétales. Le monde bouge très très vite. Alors là, je vous ai pris l'exemple de la communication autour de l'écriture, de l'imprimerie et des technologies numériques, mais on pourrait prendre évidemment plein d'autres sujets. On est dans une logique aussi plus individuelle, de gens informés, avec une place importante du big data et une forte envie de participer. Je crois qu'on fait beaucoup d'études en ce moment sur ce que pensent les gens du climat, leur sensibilité. On se rend compte que les gens ont compris, enfin on a sorti d'études cette semaine où 86% des Français disent qu'ils ont compris qu'ils vont va falloir changer les modes de vie. Évidemment, pour 30% d'entre eux, s'ils ne le font pas, c'est des questions financières, mais on est vraiment sur une logique complètement différente et on sent une effervescence très forte, une envie de faire, une envie de proposer. C'est pas lié directement à la COP21, mais bien évidemment à l'ensemble de la société. On parle beaucoup d'économie collaborative, de coopération, de démocratie contributive. Tout ça, c'est des modes de vie, des modes d'organisation très puissamment en évolution dans notre société. Alors, la 21, c'est une réponse, mais c'est aux conditions de vie, mais c'est aussi une vraie opportunité pour chacun d'entre nous pour revisiter un peu ce qui s'y passe. C'est-à-dire que cette conférence COP21 va prendre de plus en plus d'ampleur dans les médias. Autour de ça, c'est une opportunité pour tous pour faire passer des messages. Alors, il y a parfois une confusion entre climat, développement durable, environnement. On se rend compte que dans la tête des gens, le chemin est fait, tout est lié. On est vraiment sur une vision très très globale et c'est en ça qu'on a aussi une belle opportunité. Le comité 21, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Vous précisez qu'on est aussi installé en Pays de la Loire et qu'on est en train de chercher à développer des comités 21 régionaux. Puisqu'on a beaucoup de demandes dans ce sens aujourd'hui de plus petites organisations. Donc nous, on a décidé d'investir le Grand Palais. Pardon pour la déformation de l'image, mais je me rends compte que mes slides sont en 16/9 et que là, c'est pas le format, donc ils sont un peu écrasés. Donc on va investir le Grand Palais tout ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des centaines d'entreprises, de collectivités, d'associations, etc., pour montrer qu'il y a des solutions qu'on veut envoyer aux négociateurs. Regardez, la société est en train de bouger et c'est important d'être dans cette logique d'exposition universelle. Vous savez, ces expositions, quand on inaugure le Grand Palais le 1er mai 1900, les gens ils viennent pour voir comment ils vont vivre demain, mais d'une façon très positive. Ils ont même envie que ça arrive encore plus vite. Donc c'est sur cette logique-là qu'on a envie de travailler, montrer que la société post-carbone, elle est possible. Qu'au contraire, c'est un univers d'invention, de création. Et donc, on a réservé le Grand Palais. Il y a 4 000 mètres carrés d'exposition, mais en tout, c'est 20 000 mètres carrés parce qu'il y a aussi des artistes. Il y a aussi il y a plus de 100 conférences. Je crois qu'on a atteint 200 maintenant. On a atteint 50 000 visiteurs, plein de partenariats, toute une programmation. Il y a une nuit d'innovation le 4 décembre avec tout le monde de l'INNO, des startups, etc. On a une conférence qui s'appelle IRP Climat le samedi sur la dimension géopolitique. On a des rencontres, là, c'est face avec le comité 21 sur
les questions sociales, avec une table ronde sur les emplois, une sur la santé et une sur les précarités. Il y a des centaines d'interventions, de conférences, voilà. Et on sera aussi au Bourget, bien sûr, pardon, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Dire que c'est un espace qui est ouvert, que c'est gratuit de midi à 18h tous les jours, qu'il y a encore possibilité de présenter des choses, de montrer. C'est un enjeu très particulier de coproduction, passionnant. On s'est débrouillé pour qu'il y ait encore la possibilité de faire beaucoup de choses. Et on a aussi créé un hub sur Internet pour montrer qu'il y a des solutions qui marchent. Je crois qu'il y en a 400 aujourd'hui. Donc ça, c'est ouvert à tous, bien évidemment. Ça s'appelle Plateforme Solutions COP21. Et ça vous donne une idée de ce que sera le Grand Palais du 4 au 10 décembre, avec un grand pavillon du Club France sur lequel on aura grand plaisir à tous vous recevoir en tant que PCC. Et sur les côtés, il y a plein de pavillons avec des démonstrations, des rencontres, des débats. Et au milieu, tout l'espace sous le nef, là, sous cette magnifique verrière, ce sont des animations pour le public d'ailleurs, qu'on a monté, qu'on monte encore, avec plutôt des ONG comme VVS, France Nature Environnement, les recycleries. Enfin voilà, donc il y a vraiment une dynamique très forte. Et je crois que cette COP21, il faut en profiter. Et ce grand palais est extrêmement intéressant parce qu'il va focaliser beaucoup les attentions. Et je crois que c'est vraiment toute cette dynamique positive sur laquelle on peut travailler. Alors après, des contributions, tout le monde peut en apporter. La première contribution, c'est d'abord d'agir localement. On gagnera cette grande alliance nécessaire pour le climat si chacun agit à son niveau, et il n'y a pas de solution miracle. Le deuxième point, c'est la question de la mesure et de l'évaluation. Ce qui est vrai au niveau international, évidemment, l'est aussi au niveau local. Les engagements des pays, chacun d'entre nous peut aussi les prendre. Enfin, pas tout à fait chacun d'entre nous, parce qu'il y a une plateforme qui a été créée qui s'appelle NASCA, où on peut prendre des engagements, mais aujourd'hui, c'est uniquement les entreprises et les collectivités. Mais probablement, ça va changer. Le quatrième point, c'est celui de l'innovation. J'en ai beaucoup parlé déjà depuis quelques minutes, mais il y a un vrai champ d'invention, de création, d'imagination très forte à avoir dans ces affaires. La question de la collaboration, bien évidemment, et notamment au niveau territorial. Le fait de rendre acceptable et motivant est important. Je pense qu'il faut y croire dans cette affaire, et c'est d'ailleurs le message du GIEC. C'est pas seulement de dire regardez, on est dans telle situation, mais le GIEC est en train de nous dire on peut agir. Ce que démontre le GIEC, c'est pas seulement un constat, mais c'est le fait qu'on a une capacité d'action. Donc la trilogie financer, former et convaincre, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a encore aussi beaucoup d'inventions du côté des financements qui doivent être en train de se faire. C'est un des grands sujets de Paris. La question des citoyens, des habitants, des nouvelles coopérations à inventer, et je crois ne pas avoir peur de prendre la parole sur le climat. C'est un sujet complexe, mais il y a l'enjeu pour nous tous, c'est le post-Paris 2015, c'est-à-dire l'action. Et ça, on a vraiment besoin pardon, je vais trop vite, de la prise de parole, du partage de chacun. Voilà. Je ne sais pas si Evelyne, j'ai été dans le timing. Juste pour finir et conclure, vous dire, je crois que faut vraiment s'approprier ces sujets de COP21. C'est pas seulement une conférence dans un espace fermé qui est celui de la zone bleue où peu de personnes pourront rentrer. C'est une vraie opportunité aussi pour la France pour ouvrir le débat et proposer autour des questions climat. Évidemment, la question du carbone est centrale, mais c'est pas à vous que je vais dire ça. Merci beaucoup Gilles. Alors je vais reprendre la main. Hop. Voilà. Non, et donc maintenant, voilà, c'est bon, c'est fait. A priori, donc nous allons passer aux sessions de questions-réponses pour Gilles. Donc il nous reste 25 minutes à peu près. Gilles est à vous. Je vous en prie, posez-lui toutes les questions que vous désirez. Sarah, je crois que nous en avons peut-être déjà une ou deux qui sont arrivées pendant la présentation. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Il y a eu pas mal de questions sur la mise en ligne des programmes. C'est vrai que nous aussi, au sein du comité 21 et du Club France Développement Durable, on fédère pas mal de réseaux, pas mal d'acteurs,
et qui nous disent aussi la même chose. Ils veulent préparer leur participation pendant la COP21, que ce soit au Bourget, que ce soit au Grand Palais ou dans les autres grandes initiatives portées par les acteurs non étatiques, des coalitions d'ONG. Et tous ces programmes tardent un peu à venir. Juste pour vous rassurer, c'est que voilà, tout le monde consolide les choses en temps et en heure, essaye de faire remonter du terrain aussi les différentes initiatives que les établissements d'enseignement supérieur, que les entreprises, que les collectivités territoriales mettent en place. Et donc, les programmes vont arriver au fur et à mesure. Le secrétariat général de la COP21 avait pris un peu de retard pour monter le village de la société civile au Bourget. Donc, normalement, tout ça devrait être en ligne courant, on espère, fin octobre, début novembre. Voilà, ça c'est pour l'aspect des programmes et préparer vos participations. Après, il y a des questions un peu techniques sur les méthodes de comptabilisation des émissions dans les négociations internationales. Alors là, nous, on n'est pas des professionnels, je crois, hein, de la négociation et de la comptabilisation carbone, mais peut-être que, je ne sais pas si Gilles, toi, tu peux répondre à ça, c'est-à-dire notamment Sylvain Quat qui posait la question de savoir dans le cadre des négociations, quelle sera la place des émissions importées d'une part dans la comptabilisation et d'autre part dans la responsabilité, de cette fameuse responsabilité commune mais différenciée. Alors, effectivement, c'est un des grands enjeux et j'ai vu qu'il y avait aussi, je crois, c'était Jean-Baptiste qui posait la question des 37 euros d'Antoine Frérot. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans un an, le prix de carbone est revenu dans la négociation. On n'a pas quasiment, on était avec Sarah, donc il y a maintenant presque un an à Lima. On parlait très très peu de prix du carbone et c'est revenu dans la négociation. La question étant, c'est effectivement si la responsabilité. Je sais pas, peut-être si vous tournez la tête autour de vous, vous allez peut-être trouver un produit chinois ou en tout cas d'Asie à tendance jetable. Qui est responsable? Est-ce que c'est le producteur dans le pays d'origine, celui qui l'a placé, celui qui en a l'usage? Donc on a été au niveau européen sur la responsabilité renforcée du producteur, mais bien évidemment la Chine, qui est un des plus gros émetteurs dans le monde de carbone, et surtout émetteur pour fabriquer des produits qui partent partout dans le monde. Donc ça, c'est pas clairement dans la négociation, mais en même temps, ça en fait partie puisqu'il parle de responsabilité. Donc aujourd'hui, je pense que le sujet va être clairement, va apparaître clairement parce que si on donne un prix au carbone, il faut que ce soit au niveau, il faut savoir qui le paye, quoi. C'est quand même le grand enjeu. Sur les 37 euros, alors c'est un prix qui est poussé par des industriels, mais qui sont plutôt Antoine Frérot en l'occurrence. Sa position, c'est en tant qu'organisation qui gère des déchets, entreprise qui gère des déchets et de la dépollution des sols, considérer qu'il doit y avoir une taxe carbone payée par tout le monde et que le fruit de cette taxe carbone sert à dépolluer, à financer des énergies renouvelables, etc. Donc lui, c'est évidemment son intérêt direct en termes industriels, ce qui peut être moins le cas de certains industriels qui eux-mêmes ne seraient pas bénéficiaires de bons de commande financés par cette taxe carbone. Donc la vraie difficulté du prix du carbone, c'est de mesurer les impacts du carbone. Parce que les impacts sont dans tous les domaines, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur l'agriculture, mais aujourd'hui, forcément, on est sur l'arbitraire, c'est-à-dire qu'on a tendance à considérer en sens inverse combien il faut d'argent pour justement que le monde passe en bas carbone et combien ça fait de prix à la tonne du carbone, et non pas sur la mesure des impacts qui est extrêmement compliquée. Enfin, on voit en termes de santé en ce moment, on commence à découvrir réellement depuis quelques années que les règlements climatiques ont une influence directe sur la santé, par exemple les énergies. Donc tout ça est infiniment compliqué, mais progresse rapidement. Je pense que ça fera partie de nos sujets cette année. Il y a un petit bruit de fond chez quelqu'un qui a le micro ouvert, peut-être prendre le réflexe de le couper quand vous parlez pas. Mais je sais pas si chez qui. Alors, il y a d'autres questions ou est-ce que... Oui, il y avait justement une question dans la continuité de ce que tu viens de dire sur peut-on avoir une taxe carbone simplement au niveau français du coup,
question de l'uniformisation des marchés sur le prix de la taxe carbone, parce que certains pensent que ça ne peut pas marcher si c'est circonscrit à un seul territoire. Il faudrait que ce soit fait au niveau sous-régional. On a une prudence à avoir sur le plan économique on a besoin de faire attention qu'il n'y ait pas un dumping environnemental. Je m'explique. Si la France n'a aucun sens en soi, mais déjà, même si au niveau européen on a une taxe carbone, ça impose forcément une taxe de ce type aux frontières. Autrement, on favorise des produits extérieurs qui, eux, ne sont pas respectueux d'une démarche. Donc, c'est vraiment une question mondiale qui doit se régler. Et l'enjeu, est-ce qu'on refait quelque chose de très spéculatif comme les fonds carbone ou pas? Je crois que c'est vraiment la question à laquelle on est complètement confronté. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas de réponse. La position partagée la plus largement, c'est quand même le fait qu'il faut que tout le monde s'y mette. Alors, il y avait aussi une question intéressante que tu connais bien. Je pense que là, la réponse va être très intéressante. C'est qu'est-ce que tu penses de la troisième révolution industrielle, notamment celle qui est impulsée par la région Nord-Pas-de-Calais? Alors, moi, je suis un peu réservé sur l'approche purement rifkinienne que je trouve ne pas prendre totalement en compte ce qui est du monde aujourd'hui, de la collaboration du numérique. Je la trouve une approche globale. Mais l'approche telle que l'a mis en œuvre le Nord-Pas-de-Calais, je trouve, est formidable. D'abord parce que c'était un vrai gros travail contributif de partenariat qui a un succès qui a été lié aussi humainement à des gens qui ont été capables de se parler. C'est aussi parce que Philippe Vasseur, Percheron, le président de la région, ont pu s'entendre, discuter, en faire une priorité absolue au croisement territoire-économie, que tout ça a pu se mettre en œuvre. Et vraiment dans cette logique qui à la fois met l'échange d'informations, le partage, le numérique, la logique contributive au service de l'énergie, et aussi pousse fortement sur les déploiements de solutions de technologie dans une démarche innovante. Je crois que ce qu'a fait la région de Nord-Pas-de-Calais est très très intéressant. Prend en compte, maintenant il va falloir qu'ils accélèrent encore le déploiement évidemment, mais je trouve que la démarche est vraiment très intéressante et ils ont pris Jérémy Rifkin comme porte-drapeau communicant, fédérateur. Je trouve ça très bien. Après, je n'irai pas jusqu'à prendre à la lettre tout ce que raconte Rifkin dans son livre justement sur la troisième révolution industrielle, qui est encore sur une approche un peu ancienne à mon avis. Alors, on a une question intéressante que je vais peut-être un peu élargir aussi sur la taxe carbone et les collectivités. Quid du versement vers les projets locaux? Ce qui raccroche finalement aussi à la question de savoir ce fonds vert qui est une bourse mondiale finalement où les pays les plus développés et les plus responsables historiquement des émissions de gaz à effet de serre abondent pour financer des projets de transition énergétique des pays en voie de développement, les moins responsables historiquement et les plus impactés par le dérèglement climatique. Est-ce que ce fonds vert pourrait être abondé par des acteurs non étatiques, typiquement dans des projets de coopération décentralisée, on peut l'imaginer, et est-ce que ces acteurs non étatiques au sud, dans les pays en voie de développement, pourront être bénéficiaires du décaissement de ces fonds? Alors, cette question est effectivement plus large. Il y a un fonds vert, mais il y a les financements en général. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de financement, que les financements des États ne suffiront pas. Donc, on a besoin de financements beaucoup plus larges, à savoir les entreprises et les collectivités locales elles-mêmes, aussi tout cet univers de fondations, de ce qu'on appelle le charity dans le monde international. On a besoin de cet argent-là. La question, c'est est-ce que c'est le fonds vert qui est l'organisme unique ou pas? Pour l'instant, je crois qu'il n'y a rien d'arbitré. Et de toute façon, il y a aussi des collectivités locales, des régions, notamment c'est souvent à l'échelle régionale, qui créent aujourd'hui des fonds qui peuvent investir à la fois dans des collectivités, dans des entreprises, pour financer toutes sortes de projets. Le fonds vert, théoriquement, n'est pas lié aux États. Si on regarde de près le texte, le fonds vert peut tout à fait financer une collectivité locale. Ça a besoin d'être quand même très très éclairci à la fin de l'année, notamment sur qui décide. Pour l'instant, le fonds vert existe, c'est une organisation qui est installée en Corée,
nationalité du nouveau d'ailleurs président du GIEC depuis la semaine dernière. Ce fonds vert va commencer à financer des projets. On n'est pas encore à l'échelle, à très grande échelle, bon c'est vrai qu'on est loin de 2020, qu'on a encore le temps d'organiser tout ça, mais ça mérite d'être éclairci et de toute façon, beaucoup de collectivités locales, beaucoup de territoires auraient besoin d'avoir accès en direct. Si vous regardez comment se passe l'organisation aujourd'hui de certains pays, notamment en développement, mais pas seulement, les questions de corruption, les questions d'égalité des territoires, et donc il serait quand même très intéressant que les organisations non étatiques puissent accéder directement sous la forme d'appel à projet, mais pour l'instant, c'est pas déterminé. C'est une revendication. Je vous parlais tout à l'heure de la conférence de Lyon de début juillet des collectivités locales, le sommet des territoires. Ça a été une revendication très fortement affirmée, évidemment, par l'ensemble des associations d'élus sur le plan international. Ils vont continuer à défendre cette position. Pour l'instant, rien n'est acté. Et il y a une question aussi au niveau du secteur des transports. Est-ce que les négociateurs imaginent une taxe carbone pour les transporteurs? Alors là, c'est le grand sujet. C'est est-ce qu'on met avions, bateaux, camions, etc. Dans la taxe carbone? Moi, évidemment, je pense que ça n'aurait pas de sens de ne pas le faire. Il y a des indicateurs en plus qui existent. Il y a une société française qui est une agence de notation extra-financière sur la logistique qui s'appelle TKBlue, qui propose un outil d'évaluation plutôt de bonne qualité. Maintenant, évidemment, ça n'aurait pas de sens. Une des grandes questions qui se joue derrière tout cela, c'est aussi ce qu'on a pu appeler la démondialisation à un moment donné, ou en tout cas qu'on peut appeler plus simple dans le vocabulaire d'aujourd'hui, économie locale, économie circulaire, relocalisation, et y compris sur un plan technologique. L'imprimante 3D, par exemple, peut être une façon de diminuer drastiquement les transports. Je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui continuer de la même façon à avoir des produits qui sont fabriqués à partir de composants qui viennent du monde entier, ou alors des produits qui partent en Chine pour être recyclés. C'est le cas de l'aluminium, par exemple. Vous savez que l'aluminium léger qui est de plus en plus recyclé aujourd'hui, c'est en train de changer, mais jusqu'à pas longtemps, on repartait en Chine, était retraité, retravaillé, etc. C'est le cas de beaucoup de produits. Il faut diminuer drastiquement les transports. C'est le secteur probablement le plus compliqué à traiter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de décision de prise. Vous avez vu, l'écotaxe en France était quand même une décision unanime de l'Assemblée nationale. Et l'annulation a été décidée avec un coût d'1 milliard pour la collectivité. On rediscute de taxe carbone, etc. pour le transport, mais on n'y est pas. Justement, ça rejoint la prochaine question, de savoir si les différents gros lobbies, on parlait de transporteurs, mais est-ce que les différents gros lobbies peuvent encore faire échouer les négociations sur le climat? Et par lobby, on peut envisager donc les transporteurs, on peut envisager plusieurs groupes qui se structurent au niveau des Nations Unies de façon informelle. Il y a aussi 9 groupes officiels de représentants de la société civile mondiale qui eux aussi peuvent être considérés comme des lobbies, qui ont une action de lobbying plutôt vertueuse, ce qu'on appelle dans ce cas-là plutôt du plaidoyer, qui sont les 9 groupes majeurs qui représentent la société civile mondiale. Donc tous ces groupes d'intérêt d'acteurs non étatiques qui ne sont pas décisionnaires au niveau du système des Nations Unies, comment peuvent-ils encore influencer les négociations? Et la question de M. Chevalier, c'est comment peuvent-ils encore, ont-ils encore cette capacité à faire échouer les négociations sur le climat? Alors, je crois qu'effectivement, tout le monde fait du lobby dans cette affaire. Je pense qu'on soit représentant des entreprises, des collectivités, des associations, chacun essaye de faire valoir sa position. La logique d'entente fait que tout le monde doit être capable d'écouter les autres. On est trop souvent encore sur une cristallisation des gentils, des méchants, etc. dans cette affaire. Tout le monde peut faire bloquer la négociation. Je rappelle qu'il suffit d'un pays qui dit non. Faut pas croire que les lobbies, c'est seulement les entreprises. Il y a aussi des associations, il y a des organisations religieuses qui essayent d'influer en disant que de toute façon, les créationnistes prennent des positions en disant que c'est Dieu qui a créé
la Terre et que c'est pas l'homme qui peut influer sur et donc faut pas s'en occuper. Il y a toutes sortes de positions dans cette affaire. Il faut que tout le monde s'entende. Donc c'est quand même le grand enjeu. Effectivement, il y a des pressions fortes sur le charbon qui sont pas portées que par des industriels, mais aussi par des pays comme la Pologne. Mais en même temps, la Pologne voulait bloquer la négociation européenne sur les 40% de baisse d'émissions de carbone, parce que 40% de baisse d'émissions de carbone au niveau européen, c'est l'efficacité énergétique, c'est des énergies renouvelables, mais c'est de toute façon de la baisse du charbon, ce qui est l'énergie et la richesse de la Pologne. Et malgré cela, ils ont signé. Donc il y a des jeux de pouvoir dans tous les sens. Je vous renvoie à la petite phrase de Fabius que je citais tout à l'heure. C'est une réunion de copropriété. Donc tout le monde essaye de faire passer son avis, mais il va falloir que tout le monde fasse un pas vers l'autre, et qu'on soit association, entreprise, collectivité. Bon, certains veulent bloquer, c'est clair. Il y a encore des climato-sceptiques, il y a encore des entreprises qui considèrent qu'il faut tout bloquer pour pouvoir continuer le plus possible le business as usual. J'ai quand même le sentiment que Paris va correspondre à un vrai progrès. Alors on a une autre question là, sur les engagements qui seront pris sur la scène internationale par les États dans le cadre multilatéral de l'ONU. Est-ce que ces engagements peuvent être annulés suite à un basculement politique de majorité au sein d'un pays, on pense notamment aux États-Unis, si Obama s'engage très fortement et n'arrive pas encore à impulser au sein de son pays les conventions cadres pour respecter ses engagements sur la scène internationale. Est-ce que un nouveau président qui prendrait sa suite pourrait bloquer le processus au sein des États-Unis? C'est la grande question. C'est-à-dire, est-ce que Paris est un accord contraignant opposable? Donc, en gros, ça veut dire, est-ce que demain on aura l'ONU, un tribunal international, je ne sais pas qui dit, ah, vous n'avez pas respecté, c'est pas bien, vous avez une punition, on vous oblige à faire ça. Là, ça semble extrêmement compliqué. Aujourd'hui, la démarche est plutôt celle de l'engagement volontaire. Mais engagement volontaire à 195 pays, plus l'Europe à 196, c'est compliqué. Il faudrait évidemment une logique contraignante. Ça semble extrêmement compliqué à mettre en œuvre. En général, dans des pays démocratiques, le cas des États-Unis, il y a quand même une continuité de l'État. Mais en même temps, c'est sûr que si Obama prend des décisions fortes et qu'il n'est pas ratifié par son Sénat, c'est pas un homme qui peut prendre une décision. Je vous rappelle que nous, nos engagements européens sont ratifiés par le pays, quels que soient les décrets, etc. Donc on est sur cette démarche-là. Pour ma part, je suis pas très optimiste, en tout cas à Paris, qu'on ait une décision très très forte sur ce plan-là. On va plutôt être sur la question des engagements. La question étant, est-ce que engagement du pays individuel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les INDC, plus le texte de Paris, donc est-ce que cette addition-là égale à 2 degrés ou pas? Probablement on n'y sera pas. La question étant que Paris correspond à une vraie avancée, ce qui fait qu'on gagne encore à Marrakech l'année prochaine, puis qu'on continue à gagner. Et on n'aura pas une situation miraculeuse à la fin de l'année. Par contre, on peut espérer quand même des décisions courageuses, et cette convergence États-Unis, Chine, Europe peut nous laisser espérer une très forte avancée. Mais aujourd'hui, personne ne peut savoir si on va y arriver à la fin de l'année. Enfin, c'est encore la négociation qui est en cours. À la fois, il y a plein d'éléments positifs, puis il y a aussi des pays, notamment certains pays disent non, mais nous, on a d'autres priorités, c'est la santé, l'éducation des enfants, les infrastructures, le climat passera après. Et finalement, cet objectif de 2 degrés à l'horizon 2100, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, est-ce que c'est pas déjà trop? C'est déjà beaucoup. Il y a une position il y a des coalitions dans cette négociation. Il y a l'Europe en soi qui est une coalition naturelle. Il y a les pays d'Afrique et il y a aussi des coalitions d'intérêts. Il y a notamment AOSIS qui est un regroupement de ces îles qui seront les premières à disparaître. Elles disent mais non, vous êtes gentils, mais nous à 2 degrés ça va, le compte n'est pas bon parce que au-dessus d'1,5 degré,
On passe pas. 2 degrés, c'est de l'ordre de 70 cm. Alors, on peut pas, c'est pas 70 cm partout, mais on voit tout de suite 70 cm. Il y a actuellement dans le delta du Nil, il y a 10 millions de personnes qui vivent, mais aussi cultivent, de quoi se nourrir dans un espace qui est à moins d'1 mètre du haut de la Méditerranée. Donc déjà à 70 cm, vous voyez bien qu'il y a quelques millions de personnes qui pourront plus vivre là. Même à 70 cm, même à 2 degrés, ce sera d'ici 10, 15, 20 ans au plus tard, des millions et même des dizaines de millions de migrants climatiques sur les routes tous les ans. Je crois qu'on a fait le tour des questions.